La côte est des États-Unis. Un littoral aux multiples visages qui s'étend sur plus de 2500 km, depuis la Floride et les États du Sud jusqu'à la frontière canadienne, en passant par New York et Boston. L'American Way of Life. Un idéal porté à son extrême sur les plages idylliques de Floride. L'État du Soleil est aussi le creuset de l'histoire américaine, avec les vestiges des premiers colons. Notre point de départ, les Keys, un chapelet de 1700 îles et îlots. Nous remonterons ensuite par les Everglades et Miami jusqu'à Cap Canaveral, la base de lancement spatial américaine, avant de découvrir le nord, moins connu, de l'État. Dans l'archipel des Keys, à l'extrémité sud des États-Unis, la douceur de vivre est manifeste. L'esprit des Keys, décontraction et simplicité. Dans les années 70, elles ont attiré de nombreux anticonformistes qui n'en sont jamais repartis. Au XVIIe siècle, la flotte des Indes espagnoles cinglait au large de ces îles, ramenant en Europe les fabuleuses richesses des nouvelles colonies. Les ouragans sévissaient déjà, et les naufrages n'étaient pas rares. 400 voiliers et leurs cargaisons reposeraient encore au fond de l'océan. Certains plongeurs ont fait de la recherche de ces trésors engloutis le projet de toute une vie. Une quête aussi hasardeuse que chercher une aiguille dans une botte de foin. La moindre trouvaille est reportée sur cette carte au trésor. Kim et son équipage en sont persuadés. Il y a de l'or à portée de palme. Pour devenir chasseur de trésors, il faut être déterminé et patient. Ce n'est pas facile. Ça demande de l'argent, du temps et de la persévérance. On rentre bredouille un bon nombre de fois avant de trouver un trésor. Mel, le père de Kim, a cherché pendant plus de 15 ans l'épave de l'Atocha, un galion espagnol. Beaucoup le tenaient pour fou, jusqu'à ce qu'il mette la main dessus. Tout le monde rêve de partir à la chasse au trésor. Et moi, ce rêve, je l'ai réalisé. À 6 ans, je partais déjà en mer. À 9 ans, j'ai convaincu mon père de me laisser plonger, et c'est là que j'ai trouvé ma première pièce de 8 en argent. Depuis, cette passion ne m'a plus quitté. L'or légendaire de l'Atocha. Kim veut trouver le reste du trésor, qui repose au fond de l'océan depuis près de 4 siècles. De l'or, de l'argent, des émeraudes. La partie déjà retrouvée de la cargaison a été estimée à 325 millions d'euros. Mais à qui ce trésor revenait-il de droit? Pour Kim et son père, la question ne se posait même pas. Ils l'ont trouvé, ils le gardent. Une récompense qu'ils considèrent légitime au vu des années de recherche et de la petite fortune investie en matériel et en équipage. Mais la Floride et le gouvernement fédéral ont tous deux revendiqué la propriété du trésor. Mon père a voulu négocier et leur a proposé 35%, mais ils voulaient la totalité. L'affaire est allée en justice et au bout de 8 ans, la Cour suprême a jugé qu'un trésor appartenait à celui qui l'a découvert. Il nous est donc revenu intégralement. Il n'y a pas que l'or et l'argent qui intéressent les chasseurs de trésors. Ils remontent aussi des artefacts historiques à la surface.
Des clous Carvel et des boulets de canon. La preuve que l'Atocha a bien coulé dans les environs. De prime abord, ça ressemble toujours à une pierre, sauf quand il s'agit d'or parce que l'or ne rouille pas. Quand ça brille, tu sais que tu as décroché le gros lot. Chaque découverte est terriblement excitante, même s'il ne s'agit pas d'or ou d'argent. On devient vite accro. On s'interroge sur la dernière personne à avoir tenu ou utilisé cet objet. C'est une leçon d'histoire perpétuelle. À chaque découverte, on apprend quelque chose de nouveau. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Aussi brillant qu'autrefois. Oh, c'est lourd. Cet or continuera à briller après notre mort et au-delà. Il passera de main en main, d'un homme à un autre, pour l'éternité. Le nom des Keys vient de l'espagnol Cayo, qui signifie petite île. L'archipel est le vestige d'un récif de corail né il y a des millions d'années. Fat Albert, le gros Albert. C'est le surnom de ce dirigeable avec radar, utilisé pour intercepter les trafiquants de drogue, qui sillonnent régulièrement cette région. Et cette ancienne voie de chemin de fer a été coupée par un ouragan en 1935. Ses restes se dressent encore, comme pour défier les forces de la nature. L'Overseas Highway est la seule route reliant les îles et le continent. Elle compte 42 ponts, dont le plus spectaculaire est le 7 Mile Bridge, long de 11 km. Sur Marathon Key se trouve un hôpital unique en son genre. Ses patients, des animaux peuplant l'océan depuis la nuit des temps. La salle d'opération attend un nouveau venu. Voici Capitaine Crochet, trouvé dans la baie de Floride. Des gens ont remarqué qu'un énorme crochet dépassait de sa gueule. On le voit sur la radio. On nous l'a donc confié pour qu'on le lui enlève. Il est vraiment très grand. Les tortues ingèrent souvent des déchets flottants qu'elles confondent avec de la nourriture. Une tortue de mer adulte a très peu de prédateurs naturels. Si elles sont menacées, c'est du fait de l'homme. Les débris marins sont le principal problème, car elles avalent des déchets en plastique. Elles restent aussi coincées dans les lignes et les filets des bateaux de pêche marchande. Betty est biologiste marine. La mission qu'elle s'est fixée, tout faire pour que ses petits-enfants puissent encore voir des tortues de mer. J'aime les tortues marines parce qu'elles sont comme des dinosaures. Elles vivent sur cette planète depuis 200 millions d'années et ont survécu à un tas de choses. Nous, on doit les aider à survivre aux humains.
l'infirmerie du Turtle Hospital. Souvent, ce sont les gardes-côtes ou des habitants qui signalent des tortues blessées ou malades. Depuis quelques années, la fibropapillomatose inquiète Betty et ses collègues. Cette maladie virale touche un nombre croissant de tortues en Floride, comme Jack. À son arrivée, sa carapace était recouverte d'algues et son corps envahi de tumeurs. On brosse régulièrement Jack pour éliminer les algues. Il est aussi sous antibiotiques à large spectre, le temps qu'on lui retire les tumeurs sur son corps. Cela évite que les plaies s'infectent. On lui administre aussi des fluides, comme à chaque fois qu'une tortue est sous traitement, pour ne pas abîmer ses reins. C'est l'heure de la perfusion. Jack endure sans broncher ce désagrément quotidien. Le Turtle Hospital est la seule clinique vétérinaire certifiée réservée aux tortues marines. On nous en envoie de partout dans le monde, par avion. Ici, on soigne en moyenne 50 à 70 tortues par an. Capitaine Crochet est sorti d'affaires. Il va pouvoir rentrer chez lui, en pleine mer. Ce que je préfère dans mon métier, c'est relâcher les tortues dans l'océan et les voir s'éloigner au large. Même si elles ont passé 1 an chez nous, dès qu'on les remet à l'eau, elles nagent sans se retourner, sans un mot d'adieu, et elles disparaissent. L'Overseas Highway, l'autoroute qui traverse ce paradis entre terre et mer. Sautant d'île en île, nous poursuivons vers le nord et le continent. Key Largo est la plus étendue des îles, dernier maillon de l'archipel avant la terre ferme. Les Keys sont entourés d'un vaste récif corallien tropical, le 3e au monde par la taille. Mais lui aussi est en danger. Ces plongeurs pénètrent dans un jardin sous-marin surprenant. Une nurserie pour plus de 35 000 fragments de coraux. Nos coraux sont mis en culture sur ce genre d'arbre, qui ressemble un peu à un sapin de Noël. On accroche des coraux cornes de cerf et cornes d'élan sur des branches constituées de tuyaux de PVC. En l'espace d'1 an, un fragment pas plus grand que le petit doigt peut atteindre la taille de 2 paumes de main. Kayla, biologiste marine, a un rêve. Sauver le récif corallien de Key Largo. Ce matin, Kayla et ses collègues de la Coral Restoration Foundation s'apprêtent à plonger au milieu de leurs bébés coraux.
Une expérience marquante l'a poussé à s'investir dans la protection des coraux. Tout a commencé quand je suis partie étudier sur l'île de Roatan, au Honduras. Il y avait un grand et magnifique récif avec des coraux cornes de cerf. Je m'en souviendrai toujours. En rentrant, j'ai plongé à Key Largo, dont le récif était autrefois intact et aussi beau que celui de Roatan. Mais aujourd'hui, il est très abîmé. 98% du corail est mort. Une mortalité due à la hausse de la température des océans, elle-même imputable au réchauffement climatique. Jessica et Pam vont descendre pour détacher les coraux et les préparer pour nous. On va ensuite plonger et Patty fermera la marche. Sauver les coraux est une course contre la montre que Kayla et ses collègues veulent remporter à tout prix. Leur idée, reconstituer le récif corallien comme on reboiserait une forêt. Les espèces de coraux cultivées ont été choisies pour leur bonne résistance au réchauffement des eaux. Les plongeurs les fixent au récif grâce à un support spécial. On les plante en formant un cercle d'1 mètre de diamètre pour obtenir plus tard un massif naturel de cornes de cerf. En grandissant, les branches des coraux vont fusionner et créer une structure en 3 dimensions qui servira d'habitat et de refuge aux poissons coralliens. Les poissons sont d'ailleurs très curieux. Ils s'approchent des coraux qu'on vient de poser. C'est incroyable de voir comme nos boutures attirent la vie marine dès l'instant où elles sont en place. Key Largo est formidable pour la plongée et je ne voudrais pas avoir à y renoncer. Je suis heureuse de vivre ici, au milieu de ces écosystèmes qui me tiennent à cœur. Nous quittons les îles pour nous enfoncer dans les marécages des Everglades, avant de nous diriger vers l'étourdissante Miami, puis la plage de Boca Raton. Des îlots inhabités et des mangroves impénétrables. Bienvenue dans la Floride sauvage. Les Everglades. Cette vaste région marécageuse, sanctuaire pour d'innombrables espèces, a été inscrite au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Rares sont ceux qui sont capables de se retrouver dans ces marais. Dès son plus jeune âge, Jesse a appris à se méfier des dangers des Everglades. Et pour lui, l'hydroglisseur est le meilleur moyen de s'y déplacer. Jesse aussi a un surnom, le roi des Everglades. Mais les vrais seigneurs de ces marais sont des animaux farouches qui maîtrisent parfaitement l'art du camouflage. L'alligator est le vrai roi des Everglades. On en voit plus que n'importe quel autre animal. Rien qu'en Floride, il y a environ 1,5 million d'alligators. Jesse sait très bien où les trouver. À force de les observer, il a même appris à communiquer avec eux.
Le son d'un bébé ou d'un petit alligator attise la curiosité des adultes qui viennent systématiquement voir de quoi il retourne. Ça fait comme ça. Les alligators sont moins agressifs que les crocodiles. Mais il faut tout de même rester prudent. Il vaut mieux ne pas laisser traîner sa main. S'ils l'attrapent, ils sont capables de l'arracher. Il ne faut donc surtout pas essayer de les toucher. Tant qu'on les observe à une distance raisonnable, on ne craint rien. En quête de travail, la famille de Jessie s'est installée dans les Everglades dans les années 40. Les cuisses de grenouille étant une spécialité culinaire du sud des États-Unis, elle s'est lancée dans la pêche et la revente des batraciens. Jessie a appris très jeune la règle d'or des Everglades. Qui veut y survivre doit savoir s'adapter. Ses aïeux ont fondé leur propre ville, Coopertown. Elle ne compte que 8 habitants, tous membres de la famille. J'ai été élu maire parce qu'il faut bien quelqu'un pour assumer ses responsabilités. On a un restaurant, une grande maison, un atelier de réparation et un magasin d'appât et de matériel de pêche. Bonjour, ça va? Regarde ce que j'ai là. Ah, merci. Mais de rien. Parfait. Tout est pour moi? Absolument. Il n'attendait que toi. Bonne chance. Bonne pêche. La pêche est un sport populaire en Floride. Et ce n'est pas bien grave si rien ne mord à l'hameçon. J'aime la Floride et tout ce qu'elle a à offrir. On a cet écosystème unique au monde que sont les Everglades, un endroit vraiment magique et mystique. J'aime y aller parce que c'est tranquille, apaisant et qu'on y voit plein d'animaux. Si la journée a été dure, il suffit de prendre son hydroglisseur et de s'y perdre pour tout oublier. À une petite heure de route de cette oasis de tranquillité, s'agite Miami. La Magic City possède le plus grand port de croisière du monde, d'où les géants des mers partent pour les Caraïbes. À la fin du 19e siècle, Miami n'était encore qu'un petit village de 300 habitants. Son développement a coïncidé avec l'arrivée du chemin de fer. Pour se baigner, faire la fête, ou les deux à la fois, cap sur Key Biscayne. L'eau y est aussi chaude que dans une baignoire. Stillsville, un ensemble de maisons sur pilotis à quelques encablures de la côte. Pendant la Prohibition, l'interdiction de l'alcool y était prise à la légère, et ces cabanes de bois accueillaient les fêtards venus de Miami. Miami Beach est certainement la plage la plus connue de la côte Est. L'interminable plage de sable fin se déroule jusqu'à Boca Raton.
Quand le vent se lève, Delray Beach devient le territoire des kitesurfers. Sean est un de ces sportifs de l'extrême. Le kitesurf est toute sa vie. Mais pour retrouver le goût du vent et de la mer, il a dû se surpasser après un accident qui a failli lui coûter la vie. J'avais 19 ans, je travaillais dans un entrepôt de poissons sur Summerland Key. Un chariot élévateur m'a traîné sur plusieurs mètres et m'a broyé le pied. J'ai cru que ma vie était finie. J'ignorais si je pourrais courir à nouveau un jour. Avant l'accident, j'étais très sportif. Je faisais de la course, du cross-country, du baseball, du foot. J'étais un athlète accompli. J'ai déprimé pendant un long moment. Je ne savais plus quoi faire. Jusqu'au jour où j'ai reçu ma prothèse. Ça a changé ma vie. J'ai recommencé à m'entraîner un an après l'accident, après avoir entendu parler des Extremity Games, une compétition réservée aux amputés, avec du wakeboard, de l'escalade, du skateboard et du BMX. C'était la première édition et j'ai voulu tenter ma chance. J'ai repris ma planche et j'ai essayé de retrouver la force nécessaire dans ma jambe. Sean s'entraîne quotidiennement sur cette installation de téléski nautique. Ce coup du sort a renforcé son envie de se dépasser. J'ai participé à la compétition et j'ai décroché la première place. Ça m'a motivé pour repousser encore mes limites. Sean a remporté les Extremity Games 6 fois d'affilée. Il aime aussi sculpter des figures de bois, un hobby qu'il s'est découvert après son accident. Une vie tranquille de beach boy comme les autres, prothèse en plus. Ici, dans le sud de la Floride, on a un mode de vie plutôt relax. Tout le temps sur la plage, comme dans les îles. Tout le monde veut être présentable en maillot de bain, donc on fait en sorte d'être actif et en forme. C'est plutôt sympa. Il faut aller de l'avant quoi qu'il arrive, faire avec ce qu'on a et en tirer le meilleur. On n'a qu'une seule vie, autant en profiter le plus possible. Pelican Island, la plus vieille réserve naturelle d'oiseaux endémiques. Ce panneau avertit les pilotes de bateaux de la présence de lamantins. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce que ces placides mammifères marins sont une espèce protégée. Avec un peu de chance, on peut en croiser dans les eaux peu profondes. Au cœur de ce havre naturel se détache Cap Canaveral, la base de lancement spatial des États-Unis, où la dernière navette s'est posée en 2011. On peut désormais visiter les fusées lunaires hors d'usage.
Daytona, un nom mythique dans le sport automobile. Nous rejoindrons ensuite Saint Augustine, ville voisine de la frontière avec l'État de Géorgie. Une immensité paisible et sauvage. La partie nord de la côte contraste avec les plages bondées du sud. Le phare de lance de Ponce de León est visible à une distance de 32 km. Il fut illuminé pour la première fois en 1887. Daytona Beach. Au printemps, des milliers d'étudiants se retrouvent sur cette plage pour des soirées débridées lors du traditionnel Spring Break, les vacances de printemps. Cette ville exerce une attraction irrésistible sur tous ceux qui ont de l'essence dans les veines. Le cœur de Gary bat lui aussi pour les voitures de sport. Sa Mustang GT de 1994 abrite presque 400 chevaux sous son capot rutilant. Je l'appelle la bête parce que j'ai une relation d'amour-haine avec elle. C'est une voiture puissante dont l'entretien revient cher et qui parfois me rend fou. Mais c'est aussi une bête parce qu'elle est bruyante, féroce. Et j'aime ça. Ce ne sont pas les amis de Gary qui le contrediront. Quand il débarque chez lui, son allée se transforme en musée de l'automobile. C'est des gars simples comme moi. On se retrouve chaque semaine pour aller dans des salons automobiles. Ils vivent tout près et possèdent eux-mêmes plusieurs voitures. On traîne ensemble et on s'entend bien. Ces vieilles voitures datent d'une époque où l'essence ne coûtait presque rien et où l'Amérique était fière d'être la plus grande nation automobile du monde. Cette Ford de 1963 a des problèmes avec son système de refroidissement. Heureusement, Gary est souvent de bons conseils. Mon père était mécanicien. Il s'occupait de la voiture familiale à l'époque où on pouvait encore le faire soi-même. Il m'a tout appris. Comment graisser les roulements des roues, entretenir les freins, etc. Petite virée entre amateurs de belles bagnoles. Rien que pour le plaisir de conduire. Gary a décidé de s'accorder un petit tour à la mer. Les Américains ne font rien sans leur voiture. À Daytona, on ne lâche pas le volant avant d'être sur la plage. Des courses ont eu lieu jusque dans les années 60 sur cette longue plage de 38 km. Je suis venu m'installer à Daytona Beach parce que j'ai toujours été passionné de voitures. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de salons et d'événements automobiles par ici. L'endroit est connu pour ça, mais aussi pour sa plage qui est magnifique. Gary et sa Mustang. Une histoire d'amour que rien ne saurait entraver.
Et surtout pas la rouille. Le bruit du moteur est une vraie symphonie à mes oreilles. Ne faire qu'un avec la voiture, appuyer de temps en temps sur l'accélérateur pour doubler quelqu'un à toute allure, c'est grisant. Je me suis déjà dit que je pourrais m'en séparer. Mais dès que je mets le contact et que j'entends son moteur vrombir en laissant des traces de pneus sur l'asphalte, je m'enflamme à nouveau. Je suis bien incapable de dire si je la vendrai un jour. Affaire à suivre. Daytona n'est qu'à 85 km de Saint Augustine. Saint Augustine, l'une des plus anciennes villes du pays. Au printemps 1513, les conquistadors espagnols débarquent sur cette partie de la côte du Nouveau Monde. La Pascua Florida, ou Pâques fleurie en espagnol, donne alors son nom à la péninsule. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que les Espagnols parviennent à s'y installer durablement. Le fort Castillo de San Marcos était censé protéger Saint Augustine des envahisseurs. 500 ans d'histoire. Pour un pays aussi jeune que les États-Unis, c'est exceptionnel. L'endroit est idéal pour Karl, l'archéologue, qui s'est spécialisé dans les premières heures de sa nation. Saint Augustine est le premier melting pot du pays. L'amiral Menendez a débarqué ici avec des Espagnols, mais aussi des esclaves d'origine africaine. Peu après la fondation de la ville, les Amérindiens ont commencé à s'intégrer à la colonie. Cela veut dire que dès le XVIIIe siècle, Saint Augustine est une communauté cosmopolite. Cela fait plus de 20 ans qu'il explore l'histoire du Nouveau Monde. L'influence européenne est encore très tangible à travers toute la ville. Avant toute nouvelle construction à Saint Augustine, il faut entreprendre des fouilles afin de sauver d'éventuels objets historiques. Pour moi, Saint Augustine est une mine d'or archéologique. On ne peut pas creuser le moindre trou sans tomber sur quelque chose. L'héritage archéologique est incroyablement riche, varié et donc unique. Centimètre après centimètre, Karl et ses collègues ratissent le sol. Souvent, le butin est maigre, quelques coquillages tout au plus. Un travail de détective qui livre parfois des indices sur la vie quotidienne des premiers colons. De retour dans son laboratoire, il analyse et évalue les artefacts mis au jour. L'archéologie, c'est l'étude des poubelles. Ici, on ne trouve rien de spectaculaire. On retrouve seulement ce que les gens ont laissé derrière eux, c'est-à-dire les déchets jetés par la fenêtre ou enterrés dans une fosse. Karl,
l'Indiana Jones de Saint Augustine. Mais à la différence du héros fictif, il peut aussi s'extasier sur un simple éclat de poterie dont personne n'aurait deviné l'importance. Son œil d'expert voit tout de suite l'intérêt d'une telle trouvaille. On a trouvé cette poterie typique des Indiens de la culture St. John's et 2 morceaux de jarre à olive espagnole. C'est très intéressant parce que ce site est peut-être associé au campement de Menendez. La présence de cette poterie nous indique que les Indiens locaux avaient des contacts avec les Espagnols. Peut-être était-ce à cet endroit précis, sur la plage de Saint Augustine, que des Européens ont posé le pied pour la première fois sur le sol américain. Je ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Pour un archéologue, Saint Augustine, c'est le nirvana. Encore quelques kilomètres et c'est la frontière avec la Géorgie. Amelia Island clôt en beauté notre découverte de la côte atlantique de la Floride. L'état du soleil a décidément de quoi surprendre avec ses plages désertes, sa nature sauvage et l'héritage des colons européens.